Vous devez faire très attention à l'eau parce que c'est 72%. Et elle a énormément de mémoire. Immédiatement, quand elle sort du robinet, si vous la prenez et la buvez immédiatement, elle va se comporter comme un poison dans votre système. L'air est affecté, rien que par les sons. Et les intentions et les émotions. Faire prendre le soleil à votre corps chaque jour, parce que la lumière du soleil est encore pure. Pranam Sadhguru. Donc, je vous ai entendu dire que 72% de notre corps est de l'eau, et que si on boit de l'eau énergisée, c'est vraiment, on peut prendre en main son corps et son mental. Est-ce vrai pour l'air que l'on respire et la nourriture que l'on mange? Parce qu'en ville, on doit vivre dans l'air pollué et les salles climatisées de nos entreprises. Alors pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner des détails sur le processus de Bhutta Shuddhi? Si vous dites à votre entreprise, je suis prêt à travailler sans climatisation, ils seront trop heureux. Ça leur ferait économiser beaucoup d'argent. N'est-ce pas? Et ce serait bon pour vous de tant de manières. Mais maintenant, la ville n'est pas dans ce genre d'état. Ou si vous ouvrez votre fenêtre, de l'air frais va entrer, de la fumée va entrer, des odeurs vont entrer, de la poussière va entrer. Alors, c'est bien, c'est pratique. Mais vous n'êtes pas obligé de rester assis là 24 heures, juste pour le travail. Vous pouvez faire une promenade chaque fois que vous le pouvez. Et de toute façon, 72% c'est de l'eau. 12% de la terre, seuls 6% sont de l'air. Dans ces 6% d'air, l'air n'est pas toujours dans la respiration. Sur les 6% d'air qui sont ici, il n'y a que moins d'1% que vous respirez. Le reste est simplement là. Pour certaines personnes, c'est concentré dans le cerveau. Mais autrement, dans chaque cellule du corps, il y a de l'air. Donc, quand vous dites air, ce n'est pas juste la respiration. Il y a 6% d'air dans chaque cellule du corps. Enlevez-en juste un peu du cerveau, ce sera bien. C'est bien si c'est dans les poumons, dans le cœur, dans les muscles. Il fonctionne mieux s'il y a de l'oxygène, vous savez? Vous savez ceci, si vous êtes en manque d'oxygène, les muscles deviennent rigides. Parce que ceci a besoin d'air, autrement ça ne va pas marcher. Donc, l'eau c'est 72%. Donc le plus grand soin doit être apporté à l'eau, parce que c'est 72%. Si vous allez passer un examen, supposez que ce soit comme ça. Disons que vous allez passer un examen de physique. Vous avez l'eau, la terre, ceci, cela. Mais le sujet sur l'eau représente à lui seul 72% de la note. Naturellement, vous passez plus de temps à lire sur l'eau, n'est-ce pas? À travailler sur l'eau, oui ou non? L'air n'est que 6%. Vous n'allez peut-être pas le travailler, parce que 94% ça vous va. L'eau, vous devez la travailler parce que c'est 72%. Vous devez faire très attention à l'eau, parce que c'est 72%. Et elle a énormément de mémoire. Si j'ouvre cette eau, même sans ouvrir, si je dis quelque chose à cette eau, elle s'en souvient. Il y a beaucoup d'expériences dans ce sens. Donc, si vous prélevez cette eau sur le réseau d'eau où qu'il soit et la pompez vers votre maison, disons qu'elle a fait 50 virages. Elle a été pompée de force, avec une certaine force, qui est naturellement appliquée, et vous vivez au 12e étage de l'immeuble, donc elle est encore plus forcée. Maintenant, ils disent que si elle fait 50 virages, environ 60% de l'eau est devenue toxique.
Immédiatement, quand elle sort du robinet, si vous la prenez et la buvez immédiatement, elle va se comporter comme du poison dans votre système. Si vous la prenez et la tenez pendant un certain temps, elle va se rétablir à nouveau. Parce que l'empoisonnement n'est pas chimique, il est moléculaire. Des changements moléculaires ont lieu. Aucun changement chimique n'a lieu. C'est pourquoi, traditionnellement, votre grand-mère vous a toujours dit « Il faut toujours entreposer l'eau, la conserver chez toi une nuit dans un récipient bien nettoyé, avec du vibhuti et du kumkum dessus et une fleur dessus, oui ou non? Dans les maisons traditionnelles, demain matin seulement tu la bois. Pas dès qu'elle entre dans ta maison. Tu ne la bois pas parce qu'elle porte toutes sortes de souvenirs. Dans les maisons très traditionnelles, les gens font tous les jours un puja au récipient à eau. Oui. Et vous ne buvez jamais l'eau dès qu'elle arrive. Vous la conservez, lui donnez assez de temps pour se défaire de toutes les bêtises qu'elle a amassées, pour qu'elle soit bonne pour vous lorsque vous la buvez. L'eau, vous devez en prendre soin. Parce que c'est 72%. C'est le top, vous savez, plus que la note de passage. La chose suivante est la nourriture, parce que c'est la terre. 12%. Encore quelque chose, n'est-ce pas? Alors, comment la nourriture entre en vous? De quelle main vous la recevez? Comment vous la mangez? Comment vous l'approchez? Toutes ces choses sont importantes. Puis vient votre air, 6%. Dans ces 6%, seul 1% ou moins sont votre respiration. Le reste a lieu de tant d'autres façons. Et c'est important, en particulier si vous avez des enfants. Au moins une fois par mois, emmenez-les quelque part, pas au fichu cinéma, à respirer à nouveau les bêtises de tout le monde. L'air est affecté, rien que par les sons. Et les intentions et les émotions, toutes les bêtises qui ont lieu à l'écran. Et toutes les bêtises qui se reflètent sur les esprits humains. De violence, de sexe, de cupidité, de ceci et cela, affectent ce volume d'air dans cette salle de façon considérable. Donc au lieu de les emmener au cinéma, amenez-les à la rivière, apprenez-leur à nager, grimpez une montagne. Où est la montagne, Sadhguru? L'Himalaya est si loin. Même une petite colline est une montagne pour votre garçon. Oui, même un petit rocher. Allez juste grimper et vous asseoir sur l'un d'eux. Les enfants apprécieront énormément, ça va les mettre en forme, ça va vous mettre en forme. Et par-dessus tout, votre corps et votre mental vont fonctionner différemment. Et par-dessus tout, vous êtes en contact avec la création du Créateur, ce qui est la chose la plus importante. Pas vos propres bêtises que vous avez fabriquées, oui, elles sont confortables là maintenant, mais ce n'est pas tout. Donc, au lieu d'aller au restaurant, au lieu d'aller au cinéma, au lieu d'aller ailleurs comme ça, au moins une fois par mois, ça ne vous coûte rien. Ça ne coûte rien, vous pouvez prendre votre riz et vos avakaï et aller manger là-bas. De toute façon, vous les avez. Vous n'avez pas besoin de dépenser d'argent pour ça. Encore mieux, si vous ne voulez pas dépenser d'argent, même pour le bus ou la voiture, vous y allez tous à vélo. À juste 3 km, 5 km à l'extérieur d'Hyderabad, asseyez-vous sur un rocher, passez simplement du temps là-bas, sentez le soleil, c'est très important, vous prenez du soleil, de l'air, de la bonne eau. Revenez, vous faites Bhuta Shuddhi, de façon très naturelle. Ce n'est pas la version la plus élaborée de Bhuta Shuddhi, mais vous faites un certain Bhuta Shuddhi. C'est ce que je disais à l'instant, si vous prenez soin de la nourriture, de l'eau. L'air n'est pas toujours entre vos mains parce que vous vivez dans une ville, mais l'eau et la nourriture, vous pouvez en prendre soin. Et quel genre de feu brûle en vous? Ça aussi, vous pouvez en prendre soin. La lumière du soleil n'est pas devenue impure, n'est-ce pas? Mettez-vous au soleil tous les jours, s'il vous plaît. Faites prendre le soleil à votre corps chaque jour, parce que la lumière du soleil est encore pure, n'est-ce pas? Personne ne peut la contaminer, heureusement. Et quel genre de feu brûle en vous? Est-ce le feu de la cupidité? Le feu de la haine? Le feu du ressentiment?
le feu de la colère, le feu de l'amour, le feu de la compassion. Quel genre de feu brûle en vous? Vous prenez soin de ça. Ensuite, vous n'avez pas à vous inquiéter de votre bien-être physique et mental. Il est pris en charge. D'une certaine manière, éveil veut dire que vous êtes une vie sans tâche. Pas d'étiquette. Une fois que vous prenez la mémoire pour de l'intelligence, alors vous êtes faussé. Il n'y a que deux types de personnes, les mystiques et les erreurs. Si vous voyez les choses juste telles qu'elles sont, les gens vont vous étiqueter mystique. Les gens croyaient même cela, qu'il y aurait des signes sur le corps, et ils se brûlaient un trichoul dans le dos, sur le front. Regardez, ça vient d'apparaître. En Occident, les gens montrent leurs mains et il y a des marques et ils disent « Regardez, j'ai les marques de la crucifixion. Jésus est apparu pour moi. » En Inde, un shankha va apparaître sur l'épaule. Vous avez juste à vous brûler. Vous pouvez vous étiqueter avec un Shanku Chakra ou avec des marques de crucifixion et toutes les bêtises que vous voulez. D'une certaine manière, éveil veut dire que vous êtes une vie sans tache, pas d'étiquette. Donc vous vous étiquetez et vous croyez que vous êtes éveillé, vraiment désolé. Donc, s'il n'y a pas de marque, comment le reconnaître? Vous ne pouvez pas le reconnaître. Vous ne pouvez pas le reconnaître. Comment quelqu'un ici peut-il savoir si je suis éveillé ou non? Je n'ai jamais fait de déclaration là-dessus. Donc comment le savent-ils? Ils ne font que supposer. Oui. Voyez, vous allez vous asseoir devant votre professeur de maternelle. Savez-vous si il ou elle sait beaucoup de choses? Non. Mais qu'il ou elle sait l'alphabet? Vous ne le savez pas. Donc vous vous asseyez. Donc là, tout de suite, on parle de X, Y, Z. Vous ne le savez pas, donc vous vous asseyez. Donc quelle importance, si j'ai été reconnu de quelque part ou non? Vous voulez apprendre X, Y, Z, vous vous asseyez ici. Vous ne voulez pas, vous partez. Donc, qu'est-ce que c'est? On appelle l'éveil. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la rupture du jour. C'est un bon mot, il me plaît. On appelle ça le lever du soleil, mais c'est une rupture du jour. Le jour s'est rompu. Oui? Non, c'est la nuit qui s'est rompue. Allô? Le jour s'est rompu ou la nuit s'est rompue? La nuit s'est rompue. Que veut dire la nuit dans notre perception? L'obscurité. Si vous étiez une chouette, ce serait différent. Dans votre perception, la nuit est synonyme d'inconfort parce qu'il fait noir. Votre appareil visuel n'est pas à l'aise dans l'obscurité, c'est pour ça qu'on a inventé toutes ces lumières et ceci et cela. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas à l'aise quand il fait noir, parce qu'on ne sait pas ce qui est quoi. Dans la lumière, on voit les choses clairement. Donc si la nuit s'est rompue, c'est-à-dire si la clarté est apparue, c'est tout ce que vous fait le lever de soleil. Vous n'arrivez pas à voir, vous aviez du mal, le soleil se lève. Tout à coup, vous avez confiance, vous savez où aller, où ne pas aller, où marcher, où ne pas marcher. C'est tout ce qu'est l'éveil. La clarté arrive, et vous voyez tout clairement. Vous savez, il y a un livre qu'on était en train de publier. C'est une série de conférences et il fallait lui donner un titre. Donc j'ai regardé un peu le contenu et j'ai dit « Des mystiques et des erreurs ». Notre département anglais a dit « Sadhguru, c'est trop rentre-dedans ».
dites quelque chose de plus doux. Les gens me demandent toujours, Sadhguru, dites quelque chose d'un peu plus doux, vous en êtes capable, allez. J'en suis capable, mais je ne veux pas parce que les gens vont le déformer de tant de façons. Si vous le dites de façon rentre dedans, il ne s'en mêle pas trop. Donc, j'ai dit des mystiques et des erreurs. Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a que deux types de personnes, les mystiques et les erreurs. Si vous voyez les choses juste telles qu'elles sont, les gens vont vous étiqueter mystique. Donc que sont-ils? Ils sont une erreur. Ils font des erreurs de perception sur les aspects fondamentaux de la vie, c'est tout. Oui, ils font des erreurs de perception. Pourquoi font-ils des erreurs de perception? Ils ont une main toujours plongée dans leur mémoire. C'est pour ça qu'on dit karma. Ils prennent la mémoire pour de l'intelligence, c'est la seule erreur qu'ils aient faite. Une fois que vous prenez la mémoire pour de l'intelligence, alors vous êtes faussé. Si vous avez un peu de mémoire au sujet de quelque chose que les autres ne connaissent pas, vous avez l'air érudit. Voyez, les gens lisent 10 livres et deviennent érudits. Les gens lisent un seul livre et ils deviennent religieux. Un seul livre. Comment se fait-il que ça fasse de vous un représentant de Dieu? Si vous lisez plus d'un livre, alors vous ne pouvez pas l'être, n'est-ce pas? Vous devez juste lire un seul livre. Donc, c'est prendre la mémoire pour de l'intelligence. Tout notre système éducatif n'est que cette bêtise. Prendre la mémoire pour de l'intelligence. Si vous prenez la mémoire pour de l'intelligence, on dit que vous êtes sous l'influence de votre karma. Vous êtes sous l'influence de votre karma, parce que vous vivez à partir de votre mémoire, pas à partir de votre intelligence. Si vous vivez totalement à partir de votre intelligence, sans mélanger votre mémoire et votre intelligence, alors les gens disent, « Oh, il est éveillé », parce que, quoi que vous lui apportiez, il va le regarder et dire, « Voilà ce que c'est ». Simplement parce que il ne mélange pas mémoire et intelligence, c'est tout. Aussi simple que cela puisse paraître, tout ce que vous êtes en ce moment est de la mémoire. Vous êtes un homme ou une femme, c'est de la mémoire. Mémoire ne signifie pas simplement la mémoire consciente dans votre tête, votre corps se souvient, n'est-ce pas? Allô? Si vous et moi mangeons la même nourriture, je ne vais pas devenir une femme, vous n'allez pas devenir un homme. Une certaine nourriture entre en moi et devient un homme, la même nourriture entre en vous et devient une femme. C'est du fait de la mémoire, n'est-ce pas? Le corps se souvient. Le corps se souvient. Si vous et le singe mangez la même nourriture, il ne va pas devenir vous, vous n'allez pas devenir lui. Parce que le corps se souvient. Il y a la mémoire évolutive, la mémoire génétique, la mémoire élémentaire, la mémoire atomique, des niveaux conscients et inconscients de la mémoire, des niveaux de mémoire qu'on peut exprimer et d'autres non. Ce que vous êtes en soi est de la mémoire. Donc si votre intelligence est libérée de la mémoire, ça veut dire que vous êtes libéré de vous-même. C'est tout. Parmi toutes les choses dans le monde, parmi toutes les choses qu'un être humain peut faire, pourquoi le yoga? Tout ce que les êtres humains peuvent faire est essentiellement une expression de qui ils sont. Quelqu'un chante une chanson, quelqu'un danse, quelqu'un écrit un livre, quelqu'un peint une toile. Tout ce que nous faisons est une expression de qui vous êtes. Vous pouvez en être conscient,
Vous pouvez ne pas en être conscient. Mais néanmoins, tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, tout ce qui émane de vous, est essentiellement une expression de qui vous êtes. Donc le yoga, en ce sens, est diamétralement opposé à ceci. Parce que ce n'est pas une expression de qui vous êtes. Il s'agit de déterminer qui vous êtes. Il s'agit de déterminer ce que vous voulez être. De changer les fondements mêmes de son existence. Aujourd'hui, il y a des substantielles preuves médicales et scientifiques qui montrent que les fondements mêmes de l'activité de votre cerveau, votre chimie, et même de votre patrimoine génétique peuvent être modifiés en pratiquant différents systèmes de yoga. Cela n'avait pas besoin d'être confirmé, puisque nous l'avons toujours observé. Mais aujourd'hui, il existe des données scientifiques pour le prouver. Donc ce n'est pas une expression de qui vous êtes, il s'agit de déterminer la nature de qui vous souhaitez être, en changeant les ingrédients fondamentaux qui vous ont fait comme vous êtes. Donc le yoga, en tant que système, requiert beaucoup plus d'application que toute autre chose, que toute autre forme de choses que nous faisons, qui sont simplement une expression de qui nous sommes. Si vous vous exprimez pleinement, au travers d'une activité, quelle qu'elle soit, ça peut aussi vous laisser quelque peu transformer. Si vous cuisinez de tout votre cœur, une certaine transformation peut avoir lieu. Oui, prenez soin d'une vache peut changer votre vie. Si vous chantez de tout votre cœur, une certaine transformation peut avoir lieu. Si vous dansez de tout votre cœur, une certaine transformation peut avoir lieu. Mais c'est seulement un certain effet qui se produit à cause d'une implication absolue dans une activité en particulier. But essentially that activity by nature is an expression of who you are. It is not determining the nature of who you are. Mais essentiellement, cette activité par nature est une expression de qui vous êtes, elle ne détermine pas la nature de qui vous êtes. Donc, lorsque nous transformons notre activité pas comme une expression de qui nous sommes, car qui veut s'exprimer comme ça le matin? Certainement pas, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas une expression. C'est une méthode, c'est un moyen, c'est une technologie à travers laquelle vous pouvez changer la forme de qui vous êtes, au sens propre comme au sens figuré. Vous pouvez changer la forme même de qui vous êtes vraiment là maintenant. Cela peut être transformé, car qui vous êtes là maintenant en tant que personne est une combinaison de choses. Le matériel génétique, avant cela, la substance karmique que vous portez. À cause de cela, vous avez choisi un certain utérus, donc un certain matériel génétique, et depuis l'instant de votre naissance, les impressions de toutes sortes qui sont entrées en vous, sous la forme de diverses expériences, situations, pensées, émotions, relations, associations, quoi que ce soit d'autre dont vous vous êtes imprégné. Toutes ces choses font de vous un certain type de personne. Lorsque vous dites « je suis un certain type de personne », ce que vous dites c'est « j'ai ce genre de compulsion ». Lorsque vous dites « je suis ce genre de personne », ce que vous dites c'est «
Voici le genre de compulsions avec lesquelles je m'identifie. Donc je suis ce genre de personne. Les gens, vous savez, c'est une idée très occidentale, mais c'est très présent en Inde aujourd'hui, car beaucoup d'Indiens sont bien plus occidentaux que l'Occident. Si vous allez jusqu'au bout à l'ouest, vous réatterrissez en Inde, donc ils sont bien plus occidentaux que les occidentaux aujourd'hui. Donc les gens disent, je suis une personne matinale, je suis une personne du soir. Donc ce qu'ils veulent dire c'est, le matin, je ne peux pas me réveiller le matin. Ça veut dire, je suis une personne du soir, je ne peux pas rester éveillé le soir, donc je suis une personne matinale. Ce n'est pas tout, les gens, ça va loin, vous savez, certains sont BlackBerry, d'autres sont Apple. Le monde est divisé de tant de manières. Ce ne sont pas que des instruments que vous utilisez et laissez de côté, vous vous identifiez à eux. Donc il y a ceux qui sont plutôt pâtes, il y a ceux qui sont riz, il y a ceux qui sont pizza, vous savez, toutes sortes. Donc, le genre de personne que vous êtes est essentiellement un certain type de compulsion. Donc vous vous mettez au yoga parce que vous ne voulez pas être ce genre-ci ou ce genre-là. Vous voulez être le genre de personne que vous avez besoin d'être à un instant donné. Si c'est le matin, vous êtes du matin, si c'est le soir, vous êtes du soir. Si on ne vous demande pas d'être une personne, vous n'êtes pas une personne. C'est-à-dire que vous devenez flexible. Cette flexibilité, on commence à travailler avec votre corps pour commencer. Ensuite, elle doit entrer dans chaque aspect de votre vie. Votre structure physique, votre structure psychologique, votre structure émotionnelle, votre structure karmique. Tout doit devenir flexible pour que ça puisse être quoi que ce soit qu'on lui demande d'être. Ça n'est pas coincé dans une façon d'être ou dans une autre. Donc le yoga, en tant que processus, le yoga comme méthode, le yoga comme technologie, le yoga comme une science, a essentiellement pour but de briser les limitations d'une certaine rigidification qui se produit, qu'on appelle personnalité. Pour évoluer de être une personne à être une présence. Si vous êtes une personne, cela signifie, vous avez fait de vous une coquille. Vous avez formé une coquille et vous ne pouvez fonctionner qu'à l'intérieur de cette coquille. Si vous cassez cette coquille, vous ne serez plus une personne, mais simplement une présence. Comme l'est la vie, comme l'est Dieu, juste une présence. Si on peut l'enfermer dans une coquille, ça devient une personne. Donc yoga signifie, petit à petit, vous travaillez à rendre cette coquille de plus en plus fine, de plus en plus poreuse, pour qu'un jour vous puissiez exister sans coquille. Donc essentiellement, dans votre expérience, yoga veut dire matin. Pourquoi les pratiques telles qu'elles sont? Parce que tous les aspects de la physicalité sont cycliques dans l'univers. Les planètes tournent autour du Soleil, le système solaire se déplace, tout dans la galaxie, dans le cosmos est cyclique. Plus vous êtes identifié avec votre système physique, plus vous êtes cyclique aussi. Vos expériences sont cycliques. Le processus de la vie est cyclique. Si vous regardez suffisamment attentivement, même les situations auxquelles vous êtes confrontés viennent par cycle. Donc yoga signifie, à un certain niveau, briser le cycle de la vie. Ce qui est un cercle en ce moment, nous voulons l'ouvrir et en faire une ligne droite. Parce que si vous tournez en rond, si je dis que vous tournez en rond, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Vous n'allez nulle part. Cela vous donne juste l'impression que vous allez quelque part. Mais vous n'allez pas vraiment quelque part, vous traversez les mêmes choses encore et encore.
Donc yoga veut dire ouvrir le cercle et l'étirer comme une ligne droite, pour que si vous suivez cette ligne, vous alliez quelque part. Vous ne tournez pas en rond. La nature ne va pas vous libérer si simplement. Vous devez y travailler, et y travailler, et y travailler. Autrement, vous devez être heureux de tourner en rond. Un cercle peut aussi être décrit comme un cirque. Si vous devenez conscient, tout ça ressemble à un cirque. Si vous n'êtes pas conscient, vous ne pouvez voir qu'à 1 mètre devant vous, alors tout est réel. Si vous pouvez voir tout le cercle de votre vie, soudainement ça devient comme un cirque. Une fois que vous réalisez que c'est un cirque, vous ne voulez pas traverser le cirque encore et encore. Seulement, si votre vision est trop limitée, vous ne pouvez voir qu'à 1 mètre devant vous. Tout est réel pour vous. Si vous vous ouvrez, voyez, le cercle entier, la façon dont vous fonctionnez, ça ressemble à un cercle et définitivement, vous ne voulez pas que ça continue pour toujours, vous voulez y faire quelque chose. Donc ces cycles répétitifs de compulsivité se produisent parce qu'il existe différents types de mémoires dans le système. Des mémoires karmiques. Information signifie essentiellement mémoire, n'est-ce pas? Ce sont les fondations faites d'informations que nous portons qui ont construit ce corps tel qu'il est. Pour vivre en lui et pas être façonné par lui, ne viendra pas facilement. Je ne dis pas que c'est difficile, mais ça nécessite d'y travailler. Les pratiques sont là juste pour ça. Aussi simples soient-elles, chaque jour, si elles sont pratiquées, petit à petit, on peut voir un certain niveau de liberté se produire en soi, pas à pas, peut-être centimètre par centimètre, peut-être micromètre par micromètre. Mais personne ne peut dire que ça ne vous libère pas. Ça va lentement vous libérer. Si vous voulez aller vite, beaucoup plus à faire. Ça ne vous dérange pas d'aller doucement? Quelque chose à faire. Celui qui apprend à utiliser ces outils, par choix, avec habileté, va naturellement devenir un être humain à très fort impact. Un être humain est juste une possibilité. Vous pouvez le transformer en une plus grande possibilité. Pour que cela puisse avoir lieu, nous devons affûter un peu les outils. Sadhanapada veut dire sadhana veut dire outil. Pada veut dire une période où l'on prépare les outils. Quels outils avons-nous? Eh bien, si vous êtes timbré, vous avez peut-être un tube de glu ou de colle sur vous. Allô? Autrement, en tant qu'être humain, les seuls outils que vous ayez sont votre corps, votre mental et vos énergies. Vous n'avez que ça. Celui qui apprend à utiliser ces outils, par choix, avec habileté, va naturellement devenir un être humain à très fort impact. Celui qui n'apprend pas à utiliser le corps, le mental ou les énergies, consciemment et habilement, va toujours penser que le monde est injuste. Oh, lui, il a de la chance. Je suis plus intelligent que lui, mais tout le monde le favorise. Vous avez entendu ces histoires tout le long. Vous pouvez être un échec dans votre vie, avec des tas d'explications et de philosophies rattachées à cela. Ou vous pouvez simplement être un être humain réussi. C'est le seul choix qu'il y ait. C'est le seul choix qu'il y ait. Ceux qui ne s'en
sortent pas bien avec eux-mêmes ou avec le monde, ont toujours de quoi se plaindre. Je suis devenu comme ça parce que mon père n'était pas gentil avec moi. Quand vous êtes si nul, comment pourrait-il être gentil avec vous? Je n'essaie pas d'être méchant avec vous, mais si vous, à un jeune âge, êtes méchant et minable, votre père doit être doublement méchant et minable, vu son âge, je veux dire. Allô? Il est passé par beaucoup plus de vie que vous, n'est-ce pas? Allô? Peut-être que la vie l'a remué bien plus que vous. Et il a aussi dû vous supporter. Cette seule chose, si vous voulez faire des pratiques, si vous voulez apprendre à utiliser ces trois outils de base efficacement dans votre vie, le corps, le mental et l'énergie, la toute première chose qu'on vous a ressassée depuis le premier jour dans ingénierie intérieure, que quoi qu'il arrive, de bonnes choses ont lieu, de mauvaises choses ont lieu, de belles choses ont lieu, de méchantes choses ont lieu, en moi, en dehors de moi, ce n'est que moi. D'accord? Allô? Avez-vous réglé cette seule chose avec vous-même? Si j'y arrive, c'est moi, si je n'y arrive pas, c'est moi. Avez-vous réglé ça? Sadhguru, on pensait que vous alliez le faire pour nous. Tôt dans sa vie, il faut régler ça, que vous n'êtes jamais le problème dans votre vie. Votre corps, votre mental, vos énergies ne sont jamais le problème. À l'extérieur, il y aura quelques problèmes, mais on peut les gérer si celui-ci n'est pas un problème. Quand celui-ci se met à devenir un problème chaque fois qu'un défi se présente dans votre vie, alors tout ce que vous allez faire, c'est éviter les défis. Si vous évitez les défis, vous allez éviter toutes les possibilités de la vie. Vous allez juste devenir du riz caillé. Est-ce qu'il vous donne du riz caillé? J'espère que non, ok? Voyez, tout le monde savait que ça rend léthargique. Dans le Tamil Nadu, les enseignants du primaire et du secondaire demandent toujours s'ils voient que quelqu'un est très mou, ils disent, ce qui veut dire, avez-vous mangé du riz caillé avant de venir? Donc ils savaient que ça rend léthargique. Mais il n'y avait pas que les élèves qui en mangeaient avant d'arriver, le professeur aussi en mangeait. Donc, voyez, la léthargie est une chose merveilleuse. Elle évite beaucoup de problèmes, parce que vous ne saurez même pas qu'il y a un problème. Il faut une certaine intelligence pour voir ce qui ne va pas. Tout va bien? Il y a deux façons de ne pas avoir de problème. Quelqu'un a dit, je ne sais plus qui. Quelqu'un a dit, les anges ne sont pas touchés par les problèmes, grâce à leur brio. Et les animaux ne sont pas touchés par les problèmes, grâce à leur manque de brio. Mais un homme flotte entre les deux et lutte, parce que
il est toujours une possibilité, pas encore une réalité. Un être humain est juste une possibilité. Vous pouvez en faire une possibilité plus élevée, ou le pousser vers le bas, vers une possibilité moins élevée. Cela dépend essentiellement du degré d'efficacité avec lequel vous pouvez utiliser votre corps, votre mental et vos énergies. Allez-vous les utiliser ou vont-ils vous utiliser? Là est la question. Quand je dis « vont-ils vous utiliser », sans aucun préjugé, sans du tout prendre les gens de haut, regardez juste simplement et attentivement ce à quoi la vie des gens est consacrée. Les vies de la plupart des gens sur la planète ne sont consacrées qu'à l'entretien de leur corps, à la satisfaction de leurs besoins psychologiques, besoins émotionnels, c'est à peu près tout. Alors, toute leur vie est organisée rien que pour ça. Vous pouvez appeler ça entreprise, vous pouvez appeler ça carrière, vous pouvez appeler ça famille, vous pouvez appeler ça maison, mais juste pour répondre aux besoins physiologiques et psychologiques, la vie tout entière est organisée, n'est-ce pas? Dites-le moi, s'il vous plaît. Je vais suivre votre avis. Vous ne me croyez pas. C'est bien. Cette physiologie et cette psychologie sont là pour vous servir ou pour que vous les serviez? Elles sont censées nous servir. Mais la plupart des êtres humains les servent, elles, toute leur vie. Quand ils petit déjeunent, ils planifient leur déjeuner. Quand ils déjeunent, ils planifient leur dîner. Et ainsi de suite. Il est toujours question de nourriture, d'abri, de sécurité, d'émotions les uns envers les autres, n'importe. Essentiellement, pour les besoins physiologiques et psychologiques, la vie tout entière est structurée autour de ça. Eh bien, on appelle ça la vie normale. Donc mon intention, c'est que vous deveniez anormal. Que vous utilisiez votre corps et votre mental pour améliorer cette vie, pas pour asservir cette vie. Pour que cela puisse avoir lieu, nous devons affûter un peu les... Autrement, le matin, à 5 heures, le corps dit « Ah, n'importe quoi, tais-toi et dors ». Je pensais que les gens qui veulent mourir font comme ça. Mais les gens qui veulent vivre font comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Allô? Ceux qui veulent mourir vont fermer les yeux et... Ceux qui veulent vivre doivent être levés pour attraper les premiers rayons du soleil avant qu'ils ne touchent la planète. Vous devez être le premier à attraper les rayons du soleil, pas les insectes, pas les oiseaux, pas les brins d'herbe, vous devez être le premier à les recevoir. Eh bien, voyez juste tous les jours, au cours des 2 prochaines semaines, recevez juste les premiers rayons de soleil sur votre corps et voyez ce qui vous arrive. Vous allez vivre une toute autre vie. Juste travailler dur ne fait rien dans le monde. C'est le plus gros problème. Dès votre enfance, vos parents vous ont appris, si tu étudies, comment dois-tu étudier? Étudier dur. Si tu travailles, comment dois-tu travailler? Travailler dur. Fais tout durement. Si vous faites les choses durement, les choses n'arriveront pas. Ça va devenir une vie d'âne, à juste tout faire durement. Personne ne vous a dit, tu dois étudier dans la joie.
Personne ne vous a dit « tu dois travailler avec amour ». Ils vous ont dit « tu dois travailler dur ». Ils se sont rendus la vie très difficile pour eux-mêmes. Maintenant, ils s'assurent que votre vie devienne difficile aussi. Pourquoi travaillez-vous dur? Est-ce que vous travaillez dur? Si c'est dur, laissez tomber. Si vous pouvez le faire dans la joie, faites-le. Sinon, ne le faites pas, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Si vous allez vous rendre misérable en travaillant, à quoi sert votre travail pour vous ou pour quiconque autour de vous? Asseyez-vous simplement aux portes d'un temple, faites l'aumône et mangez, c'est mieux. Quelqu'un va vous donner 1 roupie, 2 roupies. Vous mangez avec ça, au moins, ça, vous le faites joyeusement. Asseyez-vous là joyeusement, mangez ce que les gens jettent dans votre bol. Si vous rendez cela si dur pour vous-même, je suis sûr que vous rendez cela très dur pour tous ceux autour de vous. N'est-ce pas? Si vous allez répandre de la misère dans le monde, il vaut mieux que vous ne fassiez rien. Si vous allez répandre la joie dans le monde, allez-y et faites-en autant que vous pouvez. Maintenant, vous travaillez dur. Simplement parce que vous travaillez dur, les choses ne se produisent pas nécessairement et elles ne se produisent pas. Un jour, ceci est arrivé. Puis-je vous raconter une blague? La vieille voiture de Shankaran Pillai, une ambassadeur, ne démarre pas. Est-ce que quelqu'un possède encore une ambassadeur? Non? Vous êtes tous passés à la suite. Sa vieille ambassadeur ne démarre pas. Donc, il rentre chez lui. Il a un chaton à la maison. Il amène le chaton, l'harnache, à la voiture, et dit « Allez, allons-y, allons-y !» Les gens voient ça et lui disent « Ça va pas à la tête? Ce petit chaton, peut-il tirer cet ambassadeur? Généralement, il faut que Dieu agisse pour faire bouger cette voiture. » Qu'est-ce que vous faites? Shankaran Pillai dit « Ne vous y trompez pas, j'ai un fouet. » Vous croyez que vous pouvez tout faire durement et que ça va marcher. Cela ne fonctionnera pas simplement parce que vous le faites durement. Vous devez faire ce qu'il faut, alors seulement ça fonctionne, n'est-ce pas? Si vous ne faites pas ce qu'il faut, ça ne marche pas. Les gens qui réussissent ne réussissent pas nécessairement parce qu'ils travaillent dur. Ils savent juste ce qu'il faut faire avec leur type de travail. C'est pour cela qu'ils réussissent. Un autre jour, Shankara Pillai tombe dans la fosse septique. Je veux que vous imaginiez, jusqu'ici dans les excréments. Je vous prie d'imaginez ça. Il essaie désespérément d'en sortir, il n'y arrive pas. Alors, après un certain temps, il commence à crier « Au feu, au feu, au feu !» Les voisins entendent les appels au feu, appellent les pompiers. Les pompiers arrivent et cherchent partout, pas de feu. Puis, ils le trouvent dans la fosse septique, le tirent de là, et puis ils lui demandent « Pourquoi avez-vous crié au feu ?» Shankara Pillai rétorque alors « Si j'avais crié « Merde, merde !» seriez-vous venu ? Vous devez faire ce qu'il faut, autrement, ça ne marche pas. Donc juste travailler dur ne marchera pas. Vous devez faire ce qu'il faut, autrement, ça ne marche pas.